Si les régimes fonctionnaient vraiment, bah, il n'y aurait pas besoin d'en refaire tout le temps. C'est qu'au Ouais. final, au final, ça ne fonctionne pas, quoi. Donc, c'est intéressant aussi de se diriger vers autre chose. Et l'essentiel, c'est pas de se concentrer sur l'alimentation. Parce que pour moi, c'est le symptôme. C'est le symptôme. Donc, tant qu'on ne va pas en profondeur régler bah, justement ces schémas, toutes ces croyances qu'on a, les blessures, etc., bah, en fait, on reste toujours en surface et on ne règle jamais le vrai problème. Bienvenue au Café Change. Donc, aujourd'hui, nous avons Vanessa. Vanessa, est-ce que tu peux nous parler de toi un peu? Qu'est-ce que tu fais, Vanessa? Bah, déjà, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, moi, je suis conseillère en nutrition et coach de vie. Mhm. Et ce que je fais, c'est que j'aide les femmes qui se récompensent avec la nourriture, principalement, Mhm. à libérer leurs émotions et à faire la paix avec leur corps, à retrouver confiance en elles et simplement bah, vivre la vie qu'elles méritent de vivre. Là, c'est tout un programme, hein. Tu parles de récompense. Alors, comment ça se passe de se récompenser à travers la nourriture? C'est quoi ça? Le processus, c'est que dès qu'on ressent une émotion désagréable, par exemple, ou dès qu'on ressent de l'ennui aussi, peu importe, dès qu'on ressent quelque chose, ben en fait, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller se diriger vers la nourriture. Au lieu Mhm. d'aller comprendre ce qui se passe, eh bien, on va chercher le réconfort de manière très rapide. Et avec la nourriture, ben, on reçoit ce réconfort très, très rapidement. On se réconforte, mais en fait, ouais, c'est plus un réconfort qu'une récompense finalement, parce que en soi. Ben, ça peut être les deux, en fait. Ça peut Ah être ouais. les deux. C'est réconfort, récompense. Ça peut Et être les deux. pourquoi le faire à travers la nourriture et pourquoi pas autre chose? Parce que la nourriture, c'est le réconfort ou la récompense, elle arrive très rapidement, en fait. On est satisfait instantanément et c'est quelque chose qui est accessible très rapidement. Alors, il y a Ouais. d'autres personnes qui se réconfortent ou qui se récompensent avec l'alcool, d'autres avec des drogues, d'autres avec des Ouais. jeux vidéo. Enfin, voilà, c'est toutes ces petites addictions. Et c'est vrai que la nourriture, ben, c'est accessible à tout le monde. Et en fait, on ressent l'effet immédiatement. Tu parles des femmes. Est-ce que les femmes font partie de la population qui est la plus touchée par ça, par cette pratique de récompense, de réconfort? Selon moi, oui. Hmm. Après, c'est vrai que je suis moi-même une femme, j'ai passé par là. Donc, je sais d'expérience que c'est quelque chose qui nous touche énormément. Et après, probablement ça peut toucher également les hommes, mais je pense que les femmes, elles sont quand même beaucoup plus touchées. Alors, quand tu dis que tu es passé par là, tu parles de ton histoire? Tout à fait, oui. Tout à fait. J'ai passé D'accord. par bah, des émotions désagréables étant plus jeune, par certaines blessures, etc. Et c'est vrai que la nourriture était mon refuge. Ça a été pendant longtemps mon refuge jusqu'à que j'en prenne conscience, en fait, que je fasse un travail sur moi-même et j'ai pu m'en libérer. J'ai pu m'en libérer progressivement et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie d'accompagner les femmes à s'en libérer également et puis à trouver d'autres alternatives pour mieux vivre ces émotions, les comprendre, s'écouter tout simplement, en fait. Hmm. D'accord. Donc, c'est bien par rapport à ta propre histoire que finalement tu vas accompagner d'autres personnes à passer par le chemin par lequel toi aussi tu es passé. Tout à fait. Tout à fait. Après, bah, je me suis formée justement en nutrition pour avoir quand même des outils solides et surtout en coaching de vie parce que pour moi, c'est vraiment la base de mon accompagnement avec toutes ces femmes. Alors, un nutritionniste, c'est quoi? Est-ce qu'un nutritionniste, c'est une personne qui dit à l'autre ce qu'il faut manger, ce qu'il faut pas? C'est quoi un nutritionniste? Alors, moi, en tant que telle, je vais pas dire à ma cliente ce qu'elle a le droit de manger ou ce qu'elle n'a pas le droit de manger. Je vais plutôt lui expliquer des bases en nutrition, des bases simples pour qu'elle puisse les appliquer dans son quotidien, Mhm. autant pour elle que pour sa famille, son entourage. Parce qu'au final, je dis toujours aux gens, il n'y a pas besoin d'une nutritionniste pour savoir que les fruits et légumes, c'est mieux que le McDo. Ça, on le sait tous. Oui, Par d'accord. contre, comprendre pourquoi, comprendre qu'est-ce qui est important pour le corps, comprendre comment ça fonctionne, ça, c'est quelque chose qui est pour moi quand même plus impactant.
Donc, je vais plutôt donner des explications claires sur comment fonctionne le corps, pourquoi il a besoin de telle ou telle chose, pourquoi c'est mieux de choisir tel ou tel produit, par exemple. Tout ce qui est additif aussi, c'est quelque chose à laquelle je sensibilise beaucoup les gens à choisir les meilleurs produits, on va dire, mais sans pour autant dire, voilà, ça c'est bon, ça c'est mauvais. Alors, les additifs, c'est quoi? C'est les éléments qui sont ajoutés? Exactement, les additifs, c'est des molécules en fait qui ont été ajoutées volontairement pour modifier en fait que ce soit la consistance, l'apparence, le goût, la conservation d'un produit. Et c'est souvent des molécules qui peuvent être potentiellement dangereuses pour l'être humain. Alors pas toutes, hein, pas toutes, mais on va dire que la majorité en fait elles peuvent être nocives. Est-ce que tu parles des molécules? Lorsqu'on regarde les ingrédients, c'est marqué E182, des trucs comme ça? Entre autres. C'est vrai on les nomme comme ça, mais pas toujours. Des fois, elles sont aussi écrites en toutes lettres. Et ça, c'est vrai que c'est un des premiers pièges dans lesquels on tombe. C'est qu'on a tendance à chercher les E sur les étiquettes, alors qu'en fait, parfois, c'est écrit, par exemple, nitrite de sodium. Et il passe un peu incognito parce qu'il n'est pas écrit sous forme de E. Oui, Et oui, finalement, c'est tout à fait ça. vu qu'il n'est pas caché sous forme d'un code, on a l'impression que ça, par contre, ils l'ont fait honnêtement. Alors Tout qu'au à fait. final, la meilleure manière de cacher, en fait, c'est de mettre en face des gens. Là, c'est ça le pire. Tout à Mais fait. quel genre de public est-ce que tu as, toi? Alors, comme je le disais, principalement des femmes. Et justement, bah, ces femmes qui vont se réconforter avec la nourriture. C'est vraiment ça. C'est une femme qui est dans un cercle vicieux, qui a l'impression de perdre le contrôle face à l'alimentation, face à la nourriture, et qui, dès qu'elle ressent quelque chose, parfois elle n'en a même pas conscience, hein, mais dès qu'elle ressent quelque chose, elle va automatiquement se diriger vers la nourriture. Et souvent, c'est des femmes qui vont dire je suis gourmande. Ouais. Je suis gourmande, j'arrive pas à m'arrêter de manger. En fait, la gourmandise, c'est un peu un prétexte. C'est pas la gourmandise qui fait qu'elle mange, c'est l'effet que justement a la nourriture sur elle. C'est justement ce réconfort qu'elle ressent à la fin d'un repas ou après avoir mangé son chocolat, qui malheureusement en plus ne dure jamais très longtemps. C'est ça, c'est que l'effet est immédiat, mais par contre il est très provisoire. Ouais. Ah, ok. Et l'effet que ça fait, c'est quoi? C'est un bien-être, c'est une jouissance, c'est quoi l'effet, hein? Ouais, on se sent juste bien, comme si tous les problèmes avaient disparu. Sauf que c'est pas le cas. Ah, donc on atteint même un certain stade on se sent plus serein, quoi. On se sent léger. Notamment le sucre, il a ce pouvoir de d'anesthésier en fait nos émotions. C'est ça l'effet recherché. Pendant quelques, je dirais, secondes, peut-être minutes, on est coupé un peu de toutes ces sensations désagréables. Le sucre, Oui, un vrai piège. oui, D'ailleurs, lorsqu'on est oui. petit, c'est la récompense ultime, c'est les bonbons. Exactement. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'il y a cette histoire autant de réconfort que de récompense, en fait. Parce que on nous apprend dès notre plus jeune âge, finis ton assiette et tu auras ton dessert. Si on se fait un petit bobo, on a droit à une petite sucrerie pour se réconforter. Donc, il y a vraiment réconfort, récompense. Et on est habitué à ça, en fait, dès notre plus jeune âge. Ce lien entre la nourriture et la récompense, finalement, c'est dangereux sur un long terme. Tout à fait. Tout à fait. En fait, ça crée justement ce mauvais rapport à l'alimentation. Mais du coup, est-ce qu'il faudrait pas éduquer les parents? Entre autres, et c'est pour ça que quelque part j'éduque ces femmes, j'accompagne ces femmes qui souvent sont mamans aussi, donc elles le font pour elles, mais aussi pour pouvoir transmettre quelque chose de bienveillant à leur enfant, pour pas qu'elles puissent. Enfin, souvent elles veulent pas que les filles reproduisent la même chose. Après, c'est valable aussi pour les garçons, bien sûr, mais souvent, c'est plus les femmes qui ont ce mauvais rapport au corps aussi, cette mauvaise estime de soi, etc. Oui, Donc, bien sûr. Alors après, on va pas culpabiliser toutes les femmes qui nourrissent ou qui récompensent leurs enfants avec du sucre, hein, parce que c'est pas forcément de leur faute. À l'époque, on ne le savait pas, on n'avait pas toutes ces connaissances-là. Et aujourd'hui, heureusement qu'il y a des nutritionnistes pour nous en faire part. Toi, quelle est justement la moyenne d'âge de ton public finalement? Tu vois arriver quel genre de personnes?
Alors, j'ai plutôt des femmes qui ont la trentaine, je dirais, entre 30 et 45 ans. On considère que c'est un âge où peut-être c'est un âge de maturité où on prend conscience un peu de soi-même et on se dit, bah, tiens, là, il faut que les choses changent. Oui, entre autres, je pense qu'il y a une certaine prise de conscience. Avant ça, souvent, bah, on est plus dans le cercle vicieux des régimes, on teste plein de choses, des programmes, on essaie d'améliorer notre alimentation. Et en fait, on se rend compte qu'à force de tourner en rond, bah, il y a peut-être quelque chose d'autre. Il y a peut-être Mhm. quelque chose d'autre. Et je dis toujours aux gens, bah, aux femmes surtout, si les régimes fonctionnaient vraiment, bah, il n'y aurait pas besoin d'en refaire tout le temps. C'est qu'au final, Ouais. ça fonctionne pas, quoi. Donc, c'est intéressant aussi de se diriger vers autre chose. Et l'essentiel, c'est pas de se concentrer sur l'alimentation. Parce que pour moi, c'est le symptôme. C'est le symptôme. Donc, tant qu'on va pas en profondeur régler bah, justement ces schémas, toutes ces croyances qu'on a, les blessures, etc., bah, en fait, on reste toujours en surface et on règle jamais le vrai problème. Hmm. Donc pour toi, si j'ai bien compris, en fait, les régimes sont un peu superficiels finalement, ils sont que temporaires. Du coup, alors qu'en fait, il y Tout a à peut-être fait. une véritable blessure au fond et il faut travailler en profondeur. Tout à fait. Tant qu'on travaille qu'en surface, eh bien, bah, on reste en surface et le problème, il va persister. Je donne toujours l'exemple imaginons, on a mal à la tête. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va peut-être se diriger vers du paracétamol pour soulager ce mal de tête. Le problème, c'est que le paracétamol, il va peut-être faire effet 2 ou 3 heures. Et au bout de ce laps de temps, eh bien, le mal de tête va peut-être revenir. Parce qu'on n'a pas été chercher la cause du mal de tête. La cause, ça peut être, on n'a peut-être pas assez bu d'eau, ou alors on est resté trop longtemps sur les écrans, peu importe, il peut y avoir mille et une causes. Et si justement on aurait travaillé plutôt sur la cause du problème, on aurait bu un verre d'eau, on se serait hydraté, eh bien, on aurait réglé ce problème de mal de tête pour toujours, enfin pour toujours. En tout Ouais. cas, sur le moment, le problème serait réglé, on l'aurait pas juste camouflé avec du paracétamol. Hmm. Et comment est-ce qu'une personne, par exemple, elle peut faire, aujourd'hui, tu as peut-être un tips, une astuce à faire pour justement, bah, pour réussir à trouver la cause de notre mal. C'est vraiment un travail sur soi, c'est ce développement personnel. Pour moi, ça part souvent bah, de l'enfance. Déjà, les blessures de l'enfance, c'est quelque chose sur lesquelles je travaille énormément avec mes clientes. Je me suis rendu compte que c'était souvent les causes principales. Et ensuite, ça se répète toute notre vie. Donc, c'est intéressant bah, déjà d'aller chercher quels sont les schémas peut-être qu'on répète. Et déjà se poser la question, OK, qu'est-ce qui se passe là quand j'ai envie de me réconforter avec la nourriture? Qu'est-ce que je ressens? Et souvent, les personnes, elles se rendent compte que, par exemple, elles mangent quand elles se sentent seules, quand elles Hmm. s'ennuient. Justement, elles s'ennuient, elles se sentent seules, donc elles mangent. Déjà, là, il y a déjà un premier indice sur qu'est-ce qui se passe et quelle peut être la blessure. Mais donc, c'est directement en relation avec nos émotions. C'est Est-ce qu'il faut vraiment se couper de ces émotions? absolument pas, justement pas. Faut pas se couper, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait avec la nourriture. Le sucre va anesthésier les émotions et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut Hmm. pas refouler ses émotions, au contraire, il faut accepter. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Il y a des émotions agréables, désagréables, donc c'est important de toutes les accepter, de les accueillir telles qu'elles sont et justement de se poser la question, qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur de moi? Parce que chaque émotion, en fait, elle a un message à nous transmettre sur le besoin que l'on ressent sur le moment. Donc, dès qu'on ressent une émotion, la question c'est, OK, quel est mon besoin là, maintenant, tout de suite? Et de répondre à ce besoin et accueillir cette émotion qui nous transmet un message. Hmm. Mais imaginons qu'on ait un environnement de vie, c'est-à-dire travail, famille, qui soit un peu stressant. Qu'on soit entouré d'amis un peu stressés, etc. Et que donc, ça a un impact sur nous, ça. Mhm. Comment est-ce qu'on fait là finalement pour essayer bah, de réguler ces émotions là? Tu peux me donner un exemple plus concret? Ouais. Eh bien par exemple, moi j'ai un travail, on va dire que je suis huissier. Je suis huissier. Un travail tout à fait honorable malgré ce qu'on peut en penser. Donc je suis huissier et donc bah, mon travail finalement, bah, souvent quand même, c'est de mettre des gens à la porte pour parler grossièrement. Et du coup, bah, c'est quand même un travail qui est difficile moralement à faire, etc.
Et donc, ça me met en boule. Des fois, je ressens des émotions fortes et en rentrant à la maison, je peux pas m'empêcher de faire ces réconforts à travers la nourriture. Comment est-ce que je peux faire moi alors que c'est mon travail au quotidien? Mm. Comment je peux faire entre mon travail et le moment où je me réconforte? Mhm. Alors, bah, moi, ce que je fais en général avec mes clientes lors des premières sessions, c'est déjà d'aller définir leurs valeurs. Mhm. Parce que très souvent, si on fait un travail qui n'est pas aligné à nos valeurs, bah, on va ressentir ce genre de choses, en fait. Donc, ce qui est intéressant, c'est déjà d'aller voir, OK, en quoi ce travail me comble. Est-ce qu'il est vraiment aligné à mes valeurs, à ce que j'ai envie? Ou alors, vraiment, ce travail, en fait, il me bouffe. Il me bouffe et du coup, je bouffe Ouais. pour me réconforter quelque part. Donc Mhm. vraiment, je vais vraiment chercher beaucoup plus loin que juste, OK, bah en fait, trouve une autre solution, faites juste de la méditation. Parce qu'en fait, là, de nouveau, on va juste camoufler le problème initial qui est peut-être un travail qui n'est pas adapté à la personne. Ou Mhm. alors, peut-être le travail est adapté, mais on peut toujours essayer de l'aligner à ses valeurs avec des actes qu'on peut faire au quotidien pour mieux vivre sa vie au niveau de ce travail. Mhm. Mais l'idée est déjà d'être aligné avec ce qu'on fait et être sûr que c'est quelque chose qui nous correspond. Parce que souvent, encore une fois, on fait un travail plus alimentaire, quelque part, juste pour le côté financier. Et parfois, on passe à côté de ce qui est vraiment juste pour nous et aligné à ce qu'on veut vraiment faire par peur, encore une fois. Donc même ça, en fait, en général, je travaille avec mes clientes sur vraiment du global pour que souvent, c'est une insatisfaction de la vie qui fait qu'on va se récompenser, se réconforter avec Mhm. la nourriture. Est-ce que tu as des gens qui parfois ont des entourages qui sont nocifs pour eux émotionnellement? Très souvent, oui. Ça, c'est quelque chose de quasi inévitable, hein, Mhm. d'avoir un entourage un petit peu toxique. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui va impacter notre façon de manger. Et du coup, on fait quoi lorsqu'on a un ami qui est un peu toxique pour nous? On fait quoi? On lui dit, bah, ciao, au revoir, finalement, parce que à cause de toi, je mange. C'est quoi? C'est vrai qu'on peut pas changer les autres, hein. Ça, c'est quelque chose, c'est un fait réel. Par contre, on peut changer, on peut se changer nous-mêmes et changer notre façon de percevoir les choses et de communiquer. Donc, c'est important, en fait, de simplement communiquer les choses d'une manière non violente, on va dire, et dire ce qui est. Et souvent, la vie fait que de manière naturelle, les choses qui doivent se faire se font. Donc, en général, si on n'est plus aligné avec une personne, si elle est toxique, eh bien, tout naturellement, on s'éloigne. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu constater dans ma vie. Et voilà, si on s'écoute vraiment, eh bien, on n'a pas à entretenir une relation qui est toxique pour nous. Dans tes ateliers de coaching de vie, comment est-ce que tu places la nutrition finalement? La nutrition, je la place vraiment à la fin. Parce que comme je disais, pour moi, ça n'a pas de sens de travailler d'abord sur un symptôme. Il faut d'abord travailler sur les causes profondes, sur tout ce que je t'ai dit, que ce soit les valeurs, les croyances, les schémas, les blessures émotionnelles, etc. Et Hmm. tout à la fin, quand tout ça est en place, on parle des habitudes. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement pour améliorer tout ça? Que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau de la vie du quotidien, etc. Et là, justement, je présente justement l'alimentation de manière simple et concrète avec des explications sur comment ça fonctionne. Hmm. Parce que pour moi, ça, comme je te disais, ça n'a pas de sens de travailler d'abord sur l'alimentation tant qu'on n'a pas réglé toutes ces choses. L'alimentation, je la place à la fin un petit peu comme bonus sur, OK, maintenant, quelles sont les choses concrètes? Qu'est-ce que tu fais faux? Qu'est-ce que tu peux améliorer? Et voilà, comment tu peux changer tes habitudes maintenant de manière alignée et concrète dans ta vie pour que ce soit quelque chose qui soit faisable sur du long terme Mhm. et pas juste sur une semaine. Tu parles, j'ai l'impression que tu parles vachement plus de habitude, de permanence, de régularité, et ça va à l'encontre finalement des régimes qui eux étaient ponctuels et dans un temps qui est défini, quoi. Tout à fait, parce que mon idée, c'est vraiment de pouvoir aider ces femmes à enfin sortir de ce cercle vicieux.
Donc, tant qu'elles resteront dans quelque chose, un cadre, quelque chose de strict ou de la privation dans un programme, eh bien, elles seront toujours dans ce cercle vicieux. L'idée, c'est vraiment de changer les choses et travailler sur des fondamentaux. C'est comme voilà, les piliers d'une maison. Voilà, on fait pas d'abord le toit, on construit d'abord les fondations. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de travailler en profondeur pour ensuite, voilà, intégrer ces habitudes et pouvoir les faire durer sur du long terme et se sentir bien dans son corps, dans sa tête, toute sa vie, en fait, et pas juste le temps d'un été. Hmm. Mais est-ce que, parce que justement, l'été arrive, donc c'est important quand même, est-ce que il y a des aliments à éviter quand même à tout prix, si jamais on veut pas empirer les choses aujourd'hui? Non. Il n'y a pas d'aliments à éviter à tout prix. Il y a juste un équilibre à avoir, en fait, dans sa vie. Si on est justement dans cette restriction, dans cette privation, eh bien, on fait tout le contraire. Si je dis à un enfant, il faut absolument pas que tu manges de bonbons, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller en manger, il va peut-être essayer d'en trouver en cachette. Les adultes, c'est exactement pareil. Si je me dis, il faut absolument pas que je mange de chocolat avant que l'été arrive, je vais être obsédée par le chocolat. Je vais penser qu'à ça. Donc, il faut vraiment s'accorder de tout, mais vraiment trouver son propre équilibre et ne rien s'interdire. J'ai perdu le mot. Ne rien s'interdire, tout à fait. En fait, il faut même plus se donner la permission finalement. C'est vraiment se permettre, s'écouter et du moment qu'on se permet et qu'on s'écoute et qu'on écoute nos besoins, nos vraies émotions, enfin nos vrais besoins et nos émotions plutôt, eh bien c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Mais comment faire quand, par exemple, une personne est traumatisée, si elle sort d'un chagrin d'amour et que pour se réconforter, elle applique ça, elle mange mal, ok? Comment est-ce que toi tu fais pour l'accompagner parce que le chagrin d'amour, c'est quand même difficile. Bien là, pareil, en fait, on retourne sur les blessures du passé, sur les blessures, voilà, qu'est-ce qu'on ressent aujourd'hui par rapport à ça? Qu'est-ce que ça nous rappelle? Souvent, c'est des choses qui ressortent, en fait. Et comment on peut reprendre notre plein pouvoir, en fait, malgré cette expérience. Et au lieu de la voir comme un échec, plutôt voir ça comme une opportunité. Et en fait, vraiment changer finalement cette manière de percevoir les choses. Je travaillais beaucoup sur l'état d'esprit, sur le mindset de la personne, plus que sur sa façon de manger. Parce que du moment qu'on change notre état d'esprit, notre façon de voir les choses, automatiquement, notre façon de manger, elle va changer. Donc, vraiment lui faire comprendre que c'est pas, c'est déjà pas un échec, c'est une expérience, une opportunité. Et quel est son vrai besoin à ce moment-là. Et ce sera sûrement pas réellement de manger. Si jamais on se met à manger mieux, si jamais on mange bio, par exemple, est-ce que pour toi, manger bio, c'est manger mieux? Pour moi, après, c'est vraiment mon avis personnel. Je sais qu'il y a beaucoup d'avis différents sur ça. Mais pour moi, manger bio, c'est fondamental. C'est fondamental. Et oui, c'est manger. Alors, c'est pas forcément manger plus équilibré, mais c'est manger plus sain. Et ça, c'est deux notions très différentes. Alors, en quoi? Manger équilibré, c'est une question quelque part de quantité. Tandis que manger sain, c'est une question de qualité. Okay. Donc, quand on parle de bio, c'est vraiment une question de qualité des aliments qui sont moins transformés, où on trouve moins de pesticides, pour pas dire pas du tout, moins d'engrais chimiques, moins de toutes ces choses en fait qui peuvent être nocives. Mais par contre, du sucre bio ou du sucre conventionnel, eh bien, ça reste du sucre. C'est pas parce que c'est bio que on peut en manger plus. Ouais, il faut rester raisonnable. Voilà, c'est toute une question de quantité et de qualité. Pour moi, c'est les deux qui font une alimentation saine et équilibrée. Bon. L'un ne va pas sans l'autre. Et le sans gluten, alors, ça te parle à toi? Tu trouves ça plus avantageux? Tu trouves ça intéressant? Alors, le sans gluten, pour moi, c'est plus, de nouveau, encore une fois, c'est vraiment mon avis personnel, c'est plus un petit peu un effet de mode. Les gens qui sont vraiment intolérants au gluten, c'est une maladie, et ces gens-là, oui, ils doivent manger sans gluten. C'est important parce que vraiment, ils font des grosses réactions. Par contre, les gens lambda,
comme peut-être toi et moi, on va être sensible au gluten. C'est fort possible. Pourquoi? Parce que c'est une céréale qui a été tellement transformée qu'elle sensibilise en fait nos intestins de nos jours. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de raison de manger sans gluten, d'autant plus que souvent les industries agroalimentaires aujourd'hui profitent de cet effet de mode pour faire un peu des produits, un peu de tout et de n'importe quoi sans gluten. Et souvent, c'est des produits hyper transformés qui sont encore pires qu'un simple muffins au blé, par exemple. Ouais. Donc moi, ce que je recommande pour des gens comme toi et moi, hein, sans parler des gens qui sont vraiment intolérants au gluten, c'est simplement de varier nos plaisirs, de pas manger que des pâtes au blé, de pas manger que du pain au blé, mais vraiment de varier les céréales, parce qu'il y a plein de céréales, il n'y a pas que le blé. Donc c'est vraiment varier et ne pas rester sur une céréale. Donc là, toi, tu privilégierais plutôt la variété. Exactement. On revient sur une alimentation saine et équilibrée qui, pour moi, doit être variée. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup des personnes qui veulent perdre du poids, mais qu'arriverait-il si jamais demain tu as une personne, et tu en as peut-être déjà eu, une personne qui veut en prendre? Aussi fou que ça puisse paraître, le processus est le même. C'est-à-dire? C'est toujours, on va travailler en profondeur sur le pourquoi du comment. Souvent, il y a un pourquoi, il y a toujours cette notion de blessure, de schéma répétitif, toutes ces choses-là qui font qu'à un moment donné, on n'arrive pas à prendre du poids. Je recommande pour comprendre un petit peu ces notions de blessure, parce que je parle beaucoup de ça, pour peut-être ceux qui nous écoutent, même toi, je ne sais pas si ça te parle, le livre de Lise Bourbeau, qui est les 5 blessures qui nous empêchent d'être soi-même. C'est vraiment un livre très pertinent et c'est vraiment beaucoup sur ça que je me base avec mes clientes, parce que pour moi, c'est un petit peu le cœur de tout, en fait. Et autant pour quelqu'un qui n'arrive pas à prendre du poids que pour quelqu'un qui en prend, pour quelqu'un, voilà, il y a toujours une notion où il y a les blessures. Quelqu'un qui prend du poids, c'est quelqu'un qui se camoufle un petit peu, qui se cache derrière ce poids. Et autant quelqu'un qui n'arrive pas à en prendre, c'est quelqu'un qui se cache aussi, mais dans l'autre sens, qui veut pas être vu, et du coup, qui est tout petit, tout fin, et voilà, qui veut pas prendre de place, qui veut pas prendre sa place. Donc, il y a toujours un petit peu ces notions qui sont, pour moi, très intéressantes, sur lesquelles je travaille principalement. Toi, tu as vraiment un objectif de faire plutôt guérir. Tu es plus une nutritionniste qui est poussée vers la guérison que sur l'amincissement ou l'aspect physique. C'est plus l'aspect intérieur. Totalement. Je dirais pas guérir, parce que voilà, je suis pas médecin, mais plutôt j'accompagne vers un mieux-être, ça c'est sûr. Et vraiment, comme tu dis, un mieux-être intérieur. Je travaille pas du tout sur l'aspect esthétique. C'est vraiment tout le contraire. J'accompagne ces femmes plutôt à retrouver une estime d'elles-mêmes, à retrouver confiance en elles et à s'aimer, tout simplement, à aimer leur corps tel qu'il est, à l'accepter tel qu'il est, tout en sachant que accepter ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas faire évoluer les choses, qu'elles ne peuvent pas transformer leur corps, mais vraiment à l'aimer tel qu'il est aujourd'hui. Très pertinent, c'est que du moment qu'on aime ce corps, eh bien, automatiquement, on a envie de bien le nourrir. Du moment qu'on le traite comme un ami, eh bien, on va le nourrir comme on nourrirait son propre enfant ou un ami. Par contre, si notre corps est notre pire ennemi, eh bien, automatiquement, on va pas vouloir bien le nourrir, on va le maltraiter. C'est marrant parce que tu parles de transformation physique et la question est, et certains peut-être se sont posé la question en nous écoutant, c'est que on parle de transformation physique sans forcément parler d'activité physique. Alors, où est-ce que toi tu mets justement la place de l'activité physique, dit le sport? Alors, c'est quelque chose qui est bien sûr essentiel. L'être humain est fait pour bouger, on va pas se le cacher. Donc, pour moi, il y a vraiment cette notion des 4 piliers de la santé. L'alimentation saine et équilibrée, une activité physique régulière, un sommeil de qualité et le développement personnel dont on a parlé jusqu'à maintenant. Donc, pour moi, ces 4 piliers sont fondamentaux et il faut un équilibre des 4. L'un ne va pas sans l'autre. Par contre, ce qui est très important, encore une fois, vu qu'on parlait d'alignement et des valeurs,
C'est de ne pas faire du sport juste pour faire du sport et de se forcer à le faire. Ce qui est important, c'est de trouver quelque chose qui nous plaît, qui nous fait plaisir et de prendre ça plutôt comme un jeu et pas comme une corvée. Je donne un exemple, mais quand j'étais plus jeune, quand on nous demandait de courir, de faire de la course à pied, et quand on devait faire des tours de piste, bah, c'est quelque chose qui m'embêtait vraiment beaucoup. Je détestais ça. Par contre, quand on nous demandait de faire une équipe et puis de jouer au foot, par exemple, bah, j'avais du plaisir parce que c'était un jeu. Et pourtant, on courait tout autant. Donc, de vraiment prendre les choses plutôt comme un jeu et puis de toujours faire quelque chose qui nous met en joie, qui nous fait plaisir. Et pas juste pour l'objectif, justement, de perte de poids, mais plutôt de bien-être intérieur, bien-être avec soi-même et respecter et prendre soin de son corps. Donc, toujours être connecté, en fait, avec soi-même pour justement savoir si cela nous apporte de la joie. C'est ça, c'est la clé. La clé, c'est la joie. Ah ouais, mais c'est marrant ça, parce que justement, tu dois avoir parfois des publics qui viennent et qui sont pas forcément en joie d'être là, pas forcément en joie de la situation, et toi, tu dois les emmener vers cette joie-là. C'est ça, se reconnecter à cette joie intérieure qu'on a tous, mais qu'on a perdu en route, justement dû à toutes ces blessures, à tous ces schémas, à tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vécu. On se déconnecte en fait de son cœur, tout simplement. Et l'idée, c'est vraiment de se reconnecter à soi, se reconnecter à tout ce qui est important pour nous et aller vers l'essentiel. Aller vers l'essentiel, tout simplement. Est-ce que tu as un exercice typique, un peu, une activité là que l'on pourrait faire un peu partout, chez soi ou dehors, mais qu'on pourrait faire chacun indépendamment, en autonomie, pour se reconnecter justement à soi? Un exercice tout simple, c'est juste prendre le temps de fermer les yeux. Et juste respirer, prendre 5 bonnes et longues, profondes inspirations et se concentrer justement sur sa respiration. Bon, attends, on va le faire sur 5 temps. Allez, sur 5 temps. Ensuite, on fait... donc, j'explique juste, on fait sur 5 temps de respiration. Okay. 2 temps, on coupe son souffle et 5 temps, on expire. Ok, c'est parti. On va faire ça 5 fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et on coupe sur 2. 2 et on expire sur 5. Okay. 3, 4, 5. Parfait. Et on peut le faire 5 fois. Vraiment se concentrer sur l'air frais qui rentre par nos narines et l'air un petit peu plus chaud qui sort. Ça détend. Ça détend. Puis on peut le faire les yeux ouverts, les yeux fermés. Justement, on peut le faire dans le métro en allant au travail. On peut le faire n'importe où, n'importe comment. Dès qu'on ressent quelque chose, bah même par exemple, si on ressent l'envie de manger quelque chose, justement, de se réconforter ou se récompenser, bah simplement on fait ce petit exercice pour se recentrer, revenir à soi. Et des fois ça passe. Des fois ça passe. Après, il y a plein d'autres choses, bien sûr. Il n'y a pas que ça. Mais c'est déjà un petit outil très simple à utiliser qu'on peut faire quotidiennement et qui aide déjà à se recentrer et à se reconnecter à son corps, à soi. Vraiment, ça revient à respirer en conscience, quoi. C'est dingue parce qu'on respire tout le temps, mais on le fait souvent de manière inconsciente. On calcule pas. Et lorsqu'on le fait de manière consciente, juste le fait d'avoir conscience du fait que l'on respire et du mécanisme, eh bien finalement, ça détend tout. C'est incroyable. C'est magique. C'est un outil magique qu'on a tous, mais qu'on oublie. On oublie totalement. Comment t'en es venu, toi, au développement personnel? Alors vraiment par pur hasard. Développement personnel par pur hasard. J'ai lu un livre d'ailleurs
que je recommande fortement, que je recommande beaucoup. D'ailleurs, si mes amis m'écoutent, je pense qu'ils riront. Mais c'est le Miracle Morning. Je ne sais pas si tu connais. Ouais, Miracle Morning, oui. Ouais, alors ça, c'est le livre qui m'a ouvert au développement personnel. Totalement, je l'ai lu, je pense, quand j'avais la vingtaine, 21 ans, quelque chose comme ça. Et de base, j'aimais pas lire du tout, je lisais jamais. J'adorais dormir, je dormais très tard. Je détestais faire du sport. Enfin bref, c'était vraiment l'opposé d'aujourd'hui. Ah oui, d'accord. Ce livre, vraiment, je dis, il a transformé ma vie parce que c'est un livre qui est très simple déjà à lire. Je l'ai lu en, je pense, 3-4 jours. Et depuis que j'ai lu ce livre, en fait, ma vie, elle s'est transformée. J'ai commencé à me lever plus tôt. J'ai commencé à lire plein d'autres livres. J'ai commencé à faire du sport. Enfin bref, j'ai commencé à me former dans la nutrition à partir de ce livre. Bref, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le développement personnel ou qui sont au début du développement personnel et qui ne connaissent tout simplement peut-être pas ce livre, le Miracle Morning de Hal Elrod, c'est vraiment un livre que je recommande fortement et qui a le pouvoir de transformer des vies, clairement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, justement, maintenant qu'on l'a cité, il faut qu'on y aille. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que le Miracle Morning, en gros? On va essayer de pas trop spoiler non plus. Non, on va pas. Grosso modo, le Miracle Morning, ça permet en fait d'optimiser son temps le matin et d'avoir des prises de conscience sur la vie en fait de manière générale. Moi, c'est vraiment ce que j'ai pu avoir comme prise de conscience sur ma capacité, sur mon pouvoir, sur ma puissance intérieure en fait. Alors, bien sûr, après, il le décrit d'une certaine façon. Aujourd'hui, moi, je le pratique pas du tout de la manière expliquée. Hein. On peut toujours adapter les choses et ne pas se mettre de pression. Mais l'idée, c'est vraiment de se lever un peu plus tôt que ce qu'on a l'habitude de faire et de faire des choses qu'on ne prend pas le temps de faire le reste de la journée. Et vraiment, en fait, c'est un temps pour soi, pour réfléchir à sa vie, pour réfléchir à ses rêves, pour réfléchir à tout en fait, à tout ce qu'on ne fait pas durant le reste de l'année, comme je le disais, tout simplement. Et c'est vrai que on vit un peu très effréné, métro, boulot, dodo, on n'a pas le temps de penser à soi, de se reconnecter à soi, de se reconnecter à nos valeurs et ce qui est important pour nous. Et grâce à ce temps de pause le matin, on va dire, ça permet de bien démarrer la journée et vraiment se poser les bonnes questions et commencer un petit peu ce développement personnel, tout simplement. Moi, c'est un petit peu comme ça que je l'ai interprété. Ouais, non, mais écoute, même lorsque on pratique, c'est vrai que les bienfaits sont assez rapides, on les voit directement. Déjà, on a des journées qui commencent à se rallonger. Donc, forcément, en termes de quantité d'heures, ça fait qu'on peut en faire plus. Mais en plus, elles deviennent meilleures aussi d'un point de vue qualité. Et ça, c'est vachement bien. Tout à fait. C'est magique. C'est vraiment un miracle morning. Tout le monde le voit ça dans sa vie. Quand ta journée, elle commence bien, habituellement, les choses suivent bien. Mais si jamais tu la commences mal, du mauvais pied, c'est l'expression « je me suis levé du mauvais pied aujourd'hui », c'est souvent ce que l'on dit a posteriori, parce qu'en fait, depuis que l'on s'est levé, ça va pas, et ça continue. Donc, lorsqu'on est sur une sorte de pente, donc avec le miracle, ce qui est bien, c'est qu'on n'est plus sur une pente, on est plutôt sur une montée. C'est tout à fait ça. Puis pour moi, c'est un des premiers livres que je recommande aussi aux femmes que j'accompagne parce que quand on parle d'un coup d'habitude, d'alimentation, eh bien, elles vont me dire j'ai pas le temps. Quand on parle de sport, j'ai pas le temps. Et justement, si on lit le Miracle Morning, on se rend compte qu'on peut trouver ce temps à un moment donné de la journée, que ce soit le matin ou à un autre moment. Mais voilà, le temps, on l'a. Après, c'est juste une question de priorité et puis d'organisation. Jamais 203, hein, tu sais. Donc là, tu nous as parlé de Lise Bourbeau et les 5 blessures, un grand classique aussi, effectivement, pour avoir une certaine, un peu de recul sur nos mécanismes émotionnels. Tu nous as parlé du Miracle Morning, donc là, c'est pour le quotidien, comment mieux démarrer sa journée. Et est-ce que tu en as un troisième? J'en ai plus qu'un troisième. Difficile à choisir, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Un basique, hein, si on reste dans le développement personnel, c'est les 4 accords Toltec. Bien sûr. C'est un basique aussi que je recommande
souvent à mes clientes. De Miguel Ruiz. Ouais. Exactement. Mais qu'un très fort, effectivement. Il a participé aussi à changer ta vision du monde un peu. Oui, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Ça a été très pertinent. Après, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, c'est pas facile à mettre en place, en pratique. Ouais. Ça, on va pas se le cacher, hein. Mais ça permet déjà d'avoir la prise de conscience. Et pour moi, la prise de conscience, c'est déjà le début du changement. Après, je pense que c'est un travail d'une vie, mais très, très, très pertinent à lire. Je pense que il est fondamental. Ok. Eh bien, merci à toi. Merci à toi, Vanessa. C'était top. Avec grand plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Super, génial.